Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette conférence débat qui fait partie d'un cycle de réflexion que mène La République En Marche, qu'on a appelé Reconstruire ensemble, parce que nous aurons beaucoup de choses à reconstruire au lendemain de cette crise sanitaire, mais qui est une crise qui dépasse évidemment les enjeux sanitaires. Je voudrais remercier Aurore Berger d'avoir organisé et d'animer d'une certaine façon cette conférence débat. Aurore Berger, que chacun connaît, qui est à la tête de notre groupe de travail et qui coordonne les travaux sur la culture. Et remercier surtout Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe, ancien ministre de la Culture. Je crois que c'est inutile de le préciser. Monsieur le ministre, monsieur le président, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et d'accepter ce moment d'échange. Merci beaucoup de m'avoir convié à ce dialogue et je me réjouis qu'un mouvement politique, le vôtre en l'occurrence, s'intéresse à ce sujet si important. On ne peut pas dire que le sujet culturel passionne la plupart des autres mouvements, et je le regrette beaucoup. Donc vous donnez l'exemple et je m'en réjouis. Bien, merci pour ces mots et on est réjouis de pouvoir avoir ce moment d'échange ensemble ce soir. Et c'est vrai que vous le disiez, on a souhaité mettre la culture au centre de nos réflexions. On le sait, pendant la crise, le secteur culturel a été extrêmement durement touché. On en reparlera évidemment et Aurore connaît ces sujets mieux que personne. Elle pourra évidemment en parler plus précisément. Et on identifie bien le risque qui est face à nous, c'est qu'au fond, on se dise que dans l'après, dans le monde d'après, c'est une expression que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, parce que je pense qu'on va d'abord démarrer par essayer de faire tenir notre monde de maintenant debout. Dans le monde d'après, la culture soit finalement un sujet secondaire ou un sujet cantonné au monde des artistes, alors que c'est tout le contraire, alors que c'est un sujet qui devrait être au cœur de la reconstruction qu'on devra avoir, qui est central dans notre société et qui doit être central dans le projet politique d'un mouvement. Je crois que la dimension collective du projet que nous devons porter ensemble est évidemment centrale dans les réflexions qu'on doit avoir. Et parfois, elle a été d'ailleurs trop absente dans nos discours. Et je pense que cette idée de reconstruire ensemble et du rassemblement doit être totalement centrale dans la suite du quinquennat et dans le projet politique qu'on doit porter. Et donc, la culture doit évidemment être cet outil du ciment de la société et de la reconstruction collective qu'on pourra avoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la réflexion qu'on a souhaité engager, des travaux de différents groupes de travail qui sont à l'œuvre aujourd'hui, nous avons voulu avoir cette thématique spécifique qui nous mobilise, qui mobilise des milliers de marcheurs, en réalité, sur tout le territoire, qui mobilise des experts, des artistes ou tout simplement des citoyens qui veulent participer à cette réflexion. Parce que la culture, c'est un secteur qui pèse extrêmement lourd. La culture, ça pèse plus lourd que le luxe et l'automobile réunis. C'est un secteur qui emploie énormément de monde, 1,3 million de personnes aujourd'hui. Mais c'est aussi, je le disais, évidemment le ciment de la société que l'on veut construire demain et l'instrument pour résoudre les fractures qui sont à l'œuvre dans notre société. Donc je voudrais vraiment vous remercier. Passer d'abord la parole à Aurore qui coordonne, comme je le disais, ces travaux. Aurore, je te remercie beaucoup pour le travail que tu mènes avec l'ensemble des marcheurs et peut-être te laisser introduire notre échange. Merci beaucoup Stan et merci vraiment Jack Lang d'avoir accepté de pouvoir avoir ce dialogue. Je crois que c'était important, en effet, un projet politique ne peut pas s'exonérer de réfléchir sans penser la place de la culture dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre citoyenneté, comme facteur de cohésion sociale, territoriale, mais aussi comme un acteur clé de la relance économique. Et on le voit bien d'ailleurs la démonstration un peu par l'absurde qui existe aujourd'hui, l'effacement culturel par l'annulation, le report de festivals, de tournages. Eh bien, on voit l'impact que ça a aussi concrètement sur l'emploi direct et indirect et aussi sur l'attractivité des territoires. Donc, au sein de la République En Marche, et je remercie Stan pour ça, on a considéré qu'on ne pouvait pas reconstruire ensemble si la culture n'était pas au cœur de cette reconstruction. On a donc commencé à travailler avec un premier aspect qui est évidemment la question du sauvetage de l'emploi culturel, à la fois le soutien aux artistes, aux techniciens du spectacle, aux artistes auteurs, et puis à tous ceux qui indirectement vivent du monde de la culture et la font vivre notamment dans les territoires.
Peut-être tout d'abord une première question, Jack Lang, et puis l'idée c'est qu'aussi on puisse avoir un échange, et puis un échange avec les internautes qui ont été très nombreux à vouloir participer à ce Facebook Live et à vous poser des questions. Vous avez été le premier à appeler un New Deal des politiques culturelles en référence au New Deal qui lui-même avait porté une ambition culturelle extrêmement forte, qui avait aussi permis de faire émerger de nouveaux artistes, de nouveaux courants, notamment picturaux. Et puis, dans une plus récente interview, vous avez finalement réaffirmé l'idée que les grands moments de la politique culturelle, ils étaient toujours nés dans des séismes. Ils avaient coïncidé avec des séismes. Alors, nous vivons en ce moment un séisme. Alors, peut-être en première question, en préalable, comment, selon vous, la culture peut être repensée, voir sa place et la place des artistes être repensée, finalement, grâce à l'opportunité qui serait portée par la crise. Est-ce que la crise peut être une opportunité pour repenser la place et le rôle de la culture et des artistes dans notre pays? C'est une vaste question, évidemment. Je dirais que d'abord, naturellement, il y a l'urgence culturelle comme il y a l'urgence sanitaire. Et vous l'avez dit vous-même, ce sont des centaines de milliers de personnes, artistes, créateurs, écrivains, techniciens, indépendants, qui aujourd'hui se trouvent dans une situation gravissime. L'interruption brutale, immédiate de milliers de festivals, la fermeture de salles de cinéma, de librairies qui viennent de rouvrir récemment, mais longtemps fermées, de centres d'art, etc. Donc, il y a des mesures à prendre. Certaines ont été prises par le président de la République, notamment pour les intermittents du spectacle, et je m'en réjouis. C'est une décision, je dirais, assez unique en Europe d'assurer la rémunération des intermittents pendant l'année à suivre. Et puis, d'autres mesures ont été adoptées pour les entreprises, et pour d'autres secteurs. Simplement, il y a encore toute une zone qui mérite d'être prise en considération. Je dirais qu'au-delà des institutions culturelles, il y a cette culture des indépendants partout qui peuple la vie artistique des villes, des villages. Et sur ce plan-là, je ne suis pas certain que les mesures ont été suffisamment adaptées à leur situation. Et puis, il y a le futur. Alors, la question est, et M. Guérini a parfaitement dit les choses, et vous-même, Aurore Berger, est-ce que, dans les mois qui viennent, on va simplement colmater les brèches, se livrer à du ravaudage, rétablir les choses comme elles étaient en l'état, ou va-t-on saisir cette situation dramatique comme un tremplin pour imaginer une autre politique des arts? Disons, pour parler vite, depuis une vingtaine d'années, le ministère de la Culture, qui n'est pas le seul ministère concerné, subit année après année une sorte d'érosion. Il est plombé en particulier par le poids que représentent les grandes institutions, et j'y suis favorable. Du coup, les autres activités et créations sont de plus en plus oubliées. Donc, c'est vrai que dans l'histoire, chaque fois que s'est produit une césure, une cassure, un séisme, ce fut une occasion de rebondir en faveur de l'art et de l'éducation. Le Front populaire en 1936, la Libération avec la naissance des premiers centres dramatiques nationaux, et la nomination de Villars à la tête du TNP. 58, changement de régime, De Gaulle, Malraux, une nouvelle politique des arts. 81, François Mitterrand, et la suite. J'allais dire, on aurait envie même de remonter jusqu'à la Révolution française, qui s'est accompagnée, on le sait trop peu, d'une politique culturelle, la première du nom, avec l'abbé Grégoire, pour le patrimoine, pour la langue française, pour toute une série de choses. Alors, venons à aujourd'hui. Mon rêve, ce serait que les pouvoirs publics se saisissent de cette situation pour dire, en s'inspirant notamment de ce qu'avait fait Roosevelt, on va refonder notre politique des arts. Alors comment? Mon sentiment est que
pour entreprendre avec méthode cette refondation, il serait souhaitable d'abord que l'État énonce quelques grands principes. Affirmer, comme vous l'avez dit vous-même, que la culture et aussi l'éducation, la science doivent être en tête des idéaux de la société. Deuxièmement, réhabiliter l'esprit de service public. Jean Vilar, je le cite souvent, Jean Vilar disait « La culture, ce devrait être comme l'électricité, le gaz ou l'eau, un service public. » On pourrait ajouter aujourd'hui la santé. Et si l'esprit de service public domine la future politique des arts, beaucoup de changements se produiront dans les relations en particulier avec les grands groupes dominants anglo-saxons. Mon idée, ce serait qu'à partir de ces grands principes, je suis un peu long, excusez-moi. Non. À partir de ces grands principes, on engage une consultation de l'ensemble du pays, des artistes, des créateurs, des élus, à la manière de Diderot au XVIIIe siècle avec l'encyclopédie, faire l'inventaire des richesses artistiques de la France et de ses faiblesses, et de demander à chacun ses projets, ses idées, ses propositions pour une telle refondation. Et je rêverais que la France, pendant 2 ou 3 mois, soit un chantier de rêves et de projets concrets. Il faudrait un tout petit peu l'organiser pour que les bonnes idées remontent, soient collectées et fassent l'objet ensuite d'une véritable synthèse. Donc, je crois que ce projet nouveau ne naîtra que s'il y a une volonté politique puissante, venant des pouvoirs publics. Deuxièmement, une consultation forte et des artistes, des créateurs, des associations, de tout ce qui dans ce pays bouge et avance et imagine comme projet. Et c'est intéressant, Jacques. Je me permets de rebondir d'un mot et peut-être de vous poser une question sur cette base-là qui lance bien nos débats. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que au fond, vous plaidez pour que l'État soit très puissant et lance puissamment les choses sur l'initiative qu'on doit prendre culturelle, mais en même temps, pour que les choses se fassent aussi dans les territoires, de façon décentralisée. Et d'une certaine façon, la crise que l'on vit, c'est aussi, au-delà du domaine culturel, une crise de l'efficacité de l'action publique, qui pose exactement cette question-là pour tous les champs de politique publique. Et certains ont la tentation de la réponse par la décentralisation absolue. Ce n'est pas la réponse que la République en marche souhaite formuler. Et d'autres, et c'est plutôt cette voie-là qu'on souhaite engager, dans un lien repensé entre un État puissant qui fixe la direction et des territoires libres qui ont une capacité de différenciation, de liberté. Je sens que c'est ce que vous dites en filigrane dans votre intervention sur le monde de la culture. Comment est-ce qu'on peut, au fond, repenser le lien entre l'État fort, avec des politiques publiques recentrées, des priorités claires sur l'éducation, la culture, la santé, l'environnement, et des collectivités qui s'emparent de ce sujet-là et qui soient libres pour pouvoir dégager l'énergie créatrice dont on a besoin pour une politique culturelle puissante et digne de notre pays. Oui, c'est un paradoxe français, disons-le. C'est lorsque, je l'ai remarqué à de nombreuses reprises, c'est lorsque l'État, c'est une histoire ancienne, c'est plusieurs siècles, l'État est dans nos têtes depuis des siècles et des siècles. Et l'État a construit la France, en grande partie. C'est lorsque l'État a une conviction, une vision, et donne le là, que le pays, ou alors c'est la Révolution, ou alors c'est les Gilets jaunes et le reste, que le pays se bouge, se lève pour proposer, pas seulement les collectivités locales, mais les individualités, les associations, les mouvements, les festivals, bref, tous ceux qui veulent apporter leurs idées, leurs projets à cette utopie nouvelle qui peut devenir réalité si vous enclenchez cette dynamique. Peut-être dans le prolongement de ce que disait Stan,
Il y a eu une demande aussi extrêmement forte de nos concitoyens ces derniers mois, avant cette période de confinement, qui était aussi la visibilité de l'action de l'État. On veut voir l'État en action sur nos territoires. On veut voir se déployer le service public. Comment justement on peut articuler cette demande qui est forte, qui ne s'adresse pas forcément tout de suite au monde de la culture, mais pour lequel évidemment le monde de la culture a une part importante à jouer, avec ce foisonnement qui existe dans les territoires, qui est parfois difficilement d'ailleurs repéré par l'État, qui n'est pas toujours accompagné ou soutenu par l'État. Comment on arrive à renforcer cette idée de service public de la culture que l'on doit finalement à nos concitoyens et à renforcer cette visibilité sur les territoires? Oui, je redis ce que tout à l'heure j'exprimais, c'est que insensiblement, depuis 20 ou 25 ans, je ne sais pas exactement la date, l'État s'est réduit un peu comme pour chagrin dans son rôle d'impulsion pour la culture. Les directions régionales des affaires culturelles ont perdu beaucoup de moyens. Les responsables font ce qu'ils peuvent localement, mais et face à des régions elles-mêmes plus puissantes, et tant mieux, les directions régionales se sont appauvries. Et je pense qu'il est important que demain, vous vous disiez vous-même, comme partie clé de notre système de gouvernement, que vous êtes prêt à doter le ministère de la Culture de moyens beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. De même, je vais dire une chose qui peut-être va choquer ceux qui participent à ce débat. On dit qu'on veut améliorer le service public de l'audiovisuel. C'est partie aussi de la culture. Et dans cette période, d'ailleurs, il faut leur dire chapeau, ils ont réussi les uns et les autres, télévision et radio, à proposer aux auditeurs, aux téléspectateurs, des programmes souvent de très belle qualité. Mais en même temps, c'est vrai que leurs moyens ne sont pas à la hauteur. Songez que, je m'excuse d'évoquer un sujet qui est un peu un allume-feu, la redevance de l'audiovisuel français est presque 2 fois inférieure à la redevance de l'audiovisuel allemand, où elle est moitié, 50%, 40%, pardon, inférieure à la redevance britannique. Alors je ne dis pas qu'on doit les aligner, mais quand même il y aurait un effort à faire. Et par rapport à toutes les questions qui se posent, les GAFA, la domination des groupes anglo-saxons, de plus en plus fort dans notre vie culturelle, je le vois dans la prise de pouvoir des festivals de musique, par exemple, eh bien, l'un des meilleurs remparts contre cette domination anglo-saxonne, c'est un audiovisuel fort et créatif. Et sur la... Pardon. Non, vas-y, Aurore. Sur justement la question de l'audiovisuel public, on a vu à quel point le fait justement qu'il puisse s'appuyer sur la redevance et non pas sur des ressources différentes, notamment publicitaires, a permis à l'audiovisuel public de jouer un rôle d'amortisseur dans la crise, c'est-à-dire de soutien très clair à la création, et a aussi permis une agilité, c'est-à-dire qu'ils ont su bousculer leur grille, leur programmation, parce qu'ils avaient aussi ce soutien budgétaire. Vous le savez sans doute, mais au sein de La République En Marche et des parlementaires, on se bataille sur la question de France 4 notamment, parce qu'on considère que le rôle du service public de l'audiovisuel, c'est aussi justement le maintien d'une chaîne qui est dédiée à la jeunesse. Est-ce que vous partagez ce point de vue sur la manière avec laquelle aussi l'audiovisuel public doit pouvoir probablement se renouveler, se réinventer et parler à la jeunesse? Tout à fait d'accord avec vous, et bravo de vous battre pour le maintien de France 4, qui a témoigné au cours de cette période d'une initiative éducative absolument remarquable. Et comme vous le savez vous-même, Aurore Berger, France 4 joue aussi un rôle très important pour un secteur auquel personnellement je suis très attaché, le film d'animation. Et le film d'animation français est devenu maintenant l'un des plus importants du monde, et supprimer France 4 mettrait en péril le film d'animation. Donc préserver France 4 et en même temps redessiner, je dirais, son identité pour en faire à la fois une chaîne éducative et culturelle, en y associant éventuellement l'éducation nationale. Moi,
Je voulais évoquer une question qu'on a touchée du doigt pour l'instant, qui est celle du numérique. Vous évoquiez tout à l'heure l'eau, l'électricité, le gaz. On pourrait rajouter aujourd'hui les barres sur le téléphone portable pour les uns et les autres qui vont participer à des débats à l'occasion du grand débat national. C'est un sujet qui revenait systématiquement. Et on voit qu'une des fractures aujourd'hui, notamment dans l'accès à la culture, est une fracture numérique sur la population qui est soit éloignée du numérique par absence de matériel, de connaissances, ou parfois tout simplement de connexion Internet, de connexion au téléphone portable. Comment est-ce qu'on repense une politique culturelle aussi à l'ère du numérique et comment est-ce qu'on la déploie plus puissamment? Est-ce que ce sont des questions sur lesquelles vous avez travaillé, vous êtes interrogé? Je ne suis pas un grand spécialiste du numérique, je vous l'avoue, mais premièrement, ça a été, vous l'avez dit vous-même à l'instant, ça a été, la preuve en a été administrée à travers cette période. Il y a de très grandes inégalités sociales qui rejaillissent sur la maîtrise du numérique. Et là, c'est une question, je veux dire, relativement simple à résoudre, que les responsables publics en charge de ce secteur prennent les mesures qui permettront d'établir cette égalité numérique, si j'ose dire, entre les citoyens. C'est une question technique et financière. En même temps, veillons quand même à ne pas vouloir virtualiser totalement la vie humaine. Et très attaché à l'éducation, personnellement comme vous, je pense que rien ne remplacera jamais un maître ou une maîtresse dans ce rapport direct avec un élève. Et le numérique peut être un adjuvant, un complément très utile, mais ce serait une illusion de penser que l'on pourra, comme ça, généraliser l'enseignement à distance. C'est tuer l'humain et en même temps, c'est d'une certaine manière creuser les distinctions sociales parce que les enfants qui ont des difficultés, c'est les enfants qui ont besoin d'être accompagnés humainement, moralement par un maître ou une maîtresse et par des éducateurs et par des professeurs. Donc, le numérique, oui, le numérique pour tous, oui, mais pas comme le substitut à l'école ou à la culture. C'est un adjuvant, c'est un complément. J'ai admiré, par exemple, moi-même aussi, qui suis un fanatique d'opéra, la manière absolument exceptionnelle dont l'Opéra de Paris, par exemple, ou d'autres opéras de France, ont retransmis avec une qualité exceptionnelle des représentations lyriques. Et peut-être que des gens ont fait pour la première fois connaissance à cette occasion avec la splendeur de l'art lyrique en France. Vous mentionnez le rôle irremplaçable des enseignants, évidemment, et de l'accompagnement des élèves. Et donc, moi, je voulais vous interroger aussi sur l'enjeu de l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire à la fois cette rencontre avec les œuvres, cette rencontre avec les artistes, et puis la mise en place de cette pratique artistique, tant on sait ce qu'elle peut révéler aussi chez les élèves. Je pense par exemple à l'initiative Orchestre à l'école, qui est une initiative exceptionnelle qui se déploie partout sur le territoire. Plus de 50% de ces initiatives sont dans les territoires ruraux, dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Et on voit bien que cet accompagnement pendant 3 ans d'une même classe qui est suivi par des artistes, par des enseignants, à quel point ça crée aussi et régénère de la confiance aussi et change aussi le rapport des familles avec le monde de l'école. Comment est-ce qu'on peut réussir à déployer plus puissamment l'éducation artistique et culturelle? Comment on peut faire en sorte que réellement ça intègre définitivement le champ de l'école, au-delà du plan que vous aviez, qui porte d'ailleurs votre nom, et celui de Catherine Tasca que vous aviez mis en place? Comment aujourd'hui on peut changer le braquet pour qu'enfin ce soit une vraie priorité nationale? Et vous voulez employer les bons mots, changer le braquet. Et je vous félicite d'avoir dans votre rapport et aujourd'hui encore mis l'accent sur cette exigence absolue. Trop de responsables politiques croient que, de bonne foi, que l'éducation artistique fait partie du quotidien de l'école, du collège ou du lycée. Rien n'est plus faux. Il y a de belles expériences, comme celle que vous rappelez, orchestre à l'école ou au collège. Il y a ce que Laurent Bell, le président de la Philharmonie, a réalisé avec Demos. Il y a les initiatives prises
par le ministre Blanquer en faveur de l'art choral, mais cela reste encore, je ne dis pas marginal, mais relativement expérimental. Et je reprends votre expression, changer le braquet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on est convaincu, là-dessus, il ne faut pas faire de demi-mesure. C'est Nietzsche qui disait, dans sa préface à la naissance de la tragédie, il disait, les bourgeois de notre époque ne croient pas vraiment en l'art, ou simplement, ils le considèrent comme un colifichet que l'on porte à la boutonnière. Eh bien, l'art, ce n'est pas un colifichet à la boutonnière, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Donc, le vrai changement de braquet, c'est premièrement que l'État, la puissance publique, proclame que l'éducation artistique, les pratiques artistiques font partie des, entre guillemets, fondamentaux de l'école, au même titre que la lecture ou le calcul. Non pas en second rang ou en troisième rang, mais au même rang que le calcul ou la littérature ou la lecture. Premièrement. Deuxièmement, la traduction concrète de cela serait que dans les horaires, dans les programmes, dans la formation des maîtres, dans la présence des artistes et des écrivains à l'école, il y ait un changement complet. Et pas seulement de manière expérimentale, partout dans le pays, dans toutes les écoles primaires et dans tous les collèges et dans tous les lycées. Et c'est possible, nous l'avons réussi, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, Aurore Berger, avec Catherine Tasca pendant 2 ans. Et je vous assure que ça a été un enthousiasme collectif extraordinaire, des parents, des professeurs, des élèves. Et alors, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que ce n'est pas un petit supplément pour faire joli. C'est essentiel pour beaucoup de raisons. Premièrement, l'expérience montre qu'une pratique artistique, qu'elle soit théâtrale, musicale, cinématographique ou autre, facilite l'appréhension des autres fondamentaux. La musique conduit assez aisément au calcul ou la pratique du théâtre à la littérature. Deuxièmement, ça change le climat d'un établissement. Il n'y a pas de meilleur remède anti-violence que la pratique d'un art collectivement. Troisièmement, si l'on veut véritablement démocratiser la culture, c'est la solution, parce que tous les enfants vont à l'école, pratiquement. Et donc, c'est là où vous pourrez former de nouveaux cinéphiles, de nouveaux amoureux de la musique, de nouveaux amoureux du théâtre, et faire naître des générations de jeunes qui, face à la domination des images stéréotypées venant de l'extérieur, sont démunis souvent. Donc, pour moi, et pour vous, j'ai bien compris, je vous en félicite, c'est un chantier archi prioritaire. Et c'est une question essentielle qu'on aborde ici et qui montre à quel point l'éducation culturelle fait aussi de l'art et de la culture un outil de cohésion sociale. Si on veut aller au bout de cette idée, il faut aussi qu'on réussisse, y compris parce que nous allons vivre avec des conditions sanitaires particulières, à repenser le lien avec le public et à faire en sorte que la dimension artistique puisse trouver son public et certainement un public plus large qu'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut repenser demain le lien avec les publics dans l'après-crise? Est-ce qu'on peut vous interroger là-dessus, Jacques Lang? Je ne sais pas si vous faites allusion aux exigences sanitaires du moment, n'est-ce pas? Oui, mais aussi peut-être partant de là, comment est-ce qu'on peut en tirer des opportunités pour inventer des nouvelles formes aussi de connexion entre les représentations artistiques et les publics, j'imagine, et c'est intuitif dans ce que je dis là, mais qu'on pourra tirer profit de cette créativité-là et de ces liens nouveaux pour aussi plus durablement repenser les liens entre les spectacles, toute forme de création artistique et différents publics, et j'espère des publics élargis. Oui, donc il y a en effet, d'abord, dans l'immédiat, dans les semaines qui viennent, il va falloir être très inventif pour assurer le retour des personnes, des citoyens, dans les librairies. Il paraît que d'ailleurs, pour l'instant, les gens reviennent assez nombreux, malgré les difficultés. Dans les librairies, ils ont soif de livres et de lecture. Ce sera moins facile pour l'art vivant, disons, et notamment pour les acteurs ou les chanteurs.
bon, il faut réfléchir et inventer pendant quelques semaines ou quelques mois des systèmes. Il faut dire la vérité, c'est que malheureusement ce virus, il est anticulturel, si j'ose dire. La culture, c'est la relation directe entre nous. C'est se toucher, s'aimer, s'embrasser, vivre, notamment pour le théâtre, pour le cinéma, pour la musique, c'est vivre ensemble. Or, ce virus nous interdit de nous toucher et d'avancer trop près les uns des autres. Alors peut-être qu'on réussira, je l'espère de tout mon cœur, à trouver des remèdes qui permettront d'en finir avec cette terrible maladie. Pour le futur, au-delà même de cette période, ce qu'on vient de dire à l'instant avec vous-même et Aurore Berger est capital. Faire que les enfants, à travers eux, leurs parents, découvrent les arts, les musées, les cinémas, les théâtres. Vous renouvelez ainsi profondément ce que l'on appelle le ou les publics. Par ailleurs, il faut absolument, on l'a trop peu fait dans la dernière période, encourager toutes les pratiques amateurs. On a souvent eu, une attitude un peu dédaigneuse. Il y a d'un côté les professionnels et de l'autre les amateurs. Et les chorales, les théâtres amateurs, les groupes de musique amateurs. C'est très important. Et beaucoup d'ailleurs de professionnels sont nés d'abord comme amateurs, tout simplement. Et on doit absolument encourager, parce que c'est ainsi que l'on prend goût aux choses, que l'on se découvre et que l'envie, le désir naît. C'est une des manières de répondre à votre préoccupation, M. Guérini, faire naître de nouveaux désirs, de nouveaux publics demain. Et peut-être, justement, pour faire naître ces nouveaux publics, il y a aussi évidemment toute la question de l'espace public. On va devoir réinventer, vous le disiez, malheureusement, une forme de sanitairement correct dans les mois qui viennent et qu'on regrette tous, mais dont on sait qu'on peut difficilement s'exonérer. Mais peut-être que justement, alors c'est ce qu'évoquait le président de la République sur la question de la commande publique, peut-être que tout ce qui permet cette rencontre fortuite, inattendue, avec l'art, je pense notamment aux arts visuels, aux arts plastiques, dans l'espace public, peut-être favoriser, encore une fois, ces nouvelles relations avec les publics. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut favoriser? Si oui, comment? Et comment aussi le faire en lien avec les territoires pour ne pas donner le sentiment que ce serait réservé à quelques-uns, mais qu'au contraire, ça pourrait essaimer très, très largement? Oui, vous avez tout à fait raison. Et l'initiative du président de la République en faveur de la commande publique est excellente. D'ailleurs, tout à l'heure, nous évoquions Roosevelt et le New Deal culturel. À l'époque, Roosevelt et son gouvernement et ses équipes avaient commandé à pas des dizaines, à des milliers d'artistes à travers tout le territoire américain. Et on oublie aujourd'hui que la renaissance picturale américaine de l'après-guerre des années 45-50 est née au moment de à l'époque Roosevelt. Et tout le mouvement de la peinture, de Kooning et les autres ont fait partie de ces équipes-là. De même pour le cinéma. Joseph Losey, que j'ai eu le bonheur de connaître il y a un certain temps, avait été l'un de ces cinéastes qui avait été encouragé par des commandes publiques au cinéma. Orson Welles aussi, d'ailleurs, a fait ses premières armes à ce moment-là. Bref, la commande publique proposée par le président est une très bonne chose. Et vous avez raison de dire qu'il ne faut pas que ça arrive seulement du sommet. Il faudra, dans ce qui sera décidé concrètement, et j'espère avec des moyens importants, il faudra s'appuyer sur tous les réseaux multiples, les fonds régionaux d'art contemporain, les régions, les élus, les associations, les mouvements. Il faut y réfléchir, évidemment. Mais je pense qu'un mouvement national de commande publique à des artistes entraînera un enthousiasme collectif et permettra aussi, vous avez raison, à des publics nouveaux de découvrir l'art sous toutes ses formes. Je glisse ici une remarque qui n'est pas une question, mais l'autre jour j'étais assez émerveillé de voir devant une école, une initiative que je trouvais formidable de créativité, c'est-à-dire qu'on est tellement contraint
aujourd'hui par les règles sanitaires, et elles sont évidemment extrêmement légitimes, les marquages au sol pour faire la distanciation pour les enfants, ce qui est très difficile parce que c'est une irruption dans nos vies quotidiennes de quelque chose qui est absolument pas naturel. Et je voyais l'initiative d'une école qui avait fait appel à des artistes locaux pour justement rendre ces signaux visibles, mais en même temps beaux, créatifs. Et donc ça donnait des marquages tout à fait extraordinaires au sol. Ça changeait complètement l'accueil à l'école, les premiers mètres dans les couloirs, etc. Et je trouve que ce type d'initiative-là, à mon avis, doit être généralisé et montre qu'y compris de contraintes, on peut évidemment tirer des opportunités artistiques extraordinaires. Voilà, je voulais le partager. C'était une image que j'ai vue comme ça et je trouvais ça extrêmement inspirant. Peut-être pour la dynamique de relance que vous évoquez par la commande publique, il y a aussi le mouvement La République En Marche a fait une proposition de donner pour les plus précaires un chèque de déconfinement. On va avoir des besoins dans les mois qui viennent d'aider ceux qui ont été le plus en difficulté. Je fais l'appel que ce chèque de déconfinement puisse être utilisé de façon locale, mais que aussi on lui permette de le centrer sur ce qui seront les priorités pour demain. Les sujets de transition écologique, de consommation évidemment les plus courantes parce qu'il s'agira des familles les plus précaires, mais aussi qu'on y intègre la dimension culturelle. Ça peut être une opportunité pour permettre à des familles d'avoir cette possibilité d'avoir une consommation culturelle au coin de la rue. Et je pense que ça pourrait être une dynamique aussi intéressante de le faire par la politique d'offre, c'est la dimension publique qu'on évoquait, mais aussi par la demande à travers ce type d'aide directe à un certain nombre de familles. Oui, non, je pense que c'est une bonne idée et ce chèque a peut-être en effet utilisé à cette fin. De même que, puisque vous évoquez ce type de dispositif, je crois qu'Aurore Berger, c'est mes interrogations, disons, sur ce qu'on a appelé le pass culture. Je pense que cette période pourrait être l'occasion d'en réorienter l'usage vers les pratiques artistiques et culturelles, vers, je dirais, une vision dans laquelle les citoyens eux-mêmes seraient beaucoup plus mobilisés. Mais je pense que déjà on y pense au ministère de la Culture. Peut-être évoquer un secteur particulier qui est la question du livre, et notamment à la fois la question du rapport à la lecture et à l'écriture. On a vu fleurir plein d'initiatives, y compris anonymes d'ailleurs pendant le confinement, d'écriture. Alors certains ont pris ça un peu à la dérision. Moi je crois que c'est aussi une forme de catharsis qui a pu être utilisée et qui a pu être très utile pour beaucoup de nos concitoyens, que de pouvoir écrire et raconter le moment qu'ils vivaient et parfois le partager. Et de manière plus générale, la question du rapport à l'objet, au livre, la question du soutien à nos libraires. Alors, en effet, ça peut être aussi des soutiens ponctuels pour permettre de regagner le chemin de nos librairies, que ce soit le chèque de déconfinement ou le pass culture. Qu'est-ce qui permettrait d'avoir une nouvelle impulsion aussi pour recréer ce lien avec la lecture et peut-être aussi par le truchement de l'écriture, le lien avec le livre en particulier? Oui, bon, d'ores et déjà, vous savez, il y a des questions qui se posent aujourd'hui même hein, pour beaucoup d'écrivains ou d'auteurs, scénaristes qui sont dans une très grande difficulté. Ils ont adressé d'ailleurs au président de la République un document pour faire connaître leur situation. Je pense qu'il y a des mesures à prendre immédiatement pour soutenir les auteurs, les scénaristes et les écrivains. Au-delà, je reviens encore à mon obsession, excusez-moi, l'école. Sur ce plan-là, il y aurait vraiment à changer beaucoup de choses. Mieux vaut qu'un enfant ou un adolescent ait la chance de lire, pas d'innombrables livres, quelques livres qui tout à coup le transforme, le change, le porte vers l'avant, lui donne le désir et l'envie d'en découvrir d'autres. Et donc, la relation au livre, c'est principalement dans l'école que vous réussirez à la changer. Il ne faut pas que le livre y apparaisse comme un pinceau, comme
comme quelque chose de punitif. C'est le contraire qui serait obtenu, mais comme un bonheur, comme une joie, comme un moment de découverte. Donc ça suppose quand même une transformation aussi des méthodes pédagogiques. Ça réclame aussi une certaine formation des maîtres qui n'est pas toujours assez orientée dans cette direction culturelle, si vous voulez. Je crois que sur ce plan-là, il y a un effort à faire et l'école, je ne dis pas peut tout résoudre, mais est une des réponses à la question que vous posez. Nous avons quelques questions aussi qui sont posées par les internautes et toujours dans cette logique de faire en sorte que personne ne soit mis à l'écart, mis de côté. La question aussi des partenariats qui peuvent exister. On a vu pendant la crise, un peu d'ailleurs comme à l'hôpital, qu'il y avait peut-être plus d'agilité, qu'il y avait peut-être plus de partenariats qui pouvaient se nouer, qu'il y avait moins de silos, de cloisonnement. Qu'est-ce que vous pensez aussi de la capacité qu'on aurait à permettre ou à faciliter des partenariats publics, privés, des allers-retours entre ici des fondations, la question des théâtres privés, des théâtres publics? Est-ce qu'on fonctionne trop en silo entre les différentes disciplines artistiques, mais aussi peut-être entre celles et ceux qui peuvent les soutenir et qui peuvent favoriser le foisonnement culturel sur notre territoire? Il y a beaucoup de questions à travers votre question. Disons que les relations, il y a beaucoup de questions, pardon, je ne sais pas par quel bout les prendre. Peut-être partenariat public-privé, enfin, comment on arrive à créer peut-être plus d'allers-retours entre ces différents modèles? Oui, s'il s'agit du mécénat privé, c'est peut-être pas la question que vous posez, je ne sais pas. C'est du mécénat privé, disons-le, la période que nous vivons va non pas sonner le glas, mais ralentir un peu le mouvement de mécénat pour les raisons liées à l'économie. Et de nombreuses institutions vont se trouver en grande difficulté. Il faut le voir quand même. Là, je vous parle depuis l'Institut du monde arabe dont je suis le président. 60% de nos ressources viennent du mécénat, des entrées des visiteurs et de location des espaces. C'est clair que la crise économique qu'on va connaître inévitablement va avoir des conséquences négatives sur nos ressources. Il nous va falloir trouver des solutions, je ne sais pas encore lesquelles. Et là, je vous parle de l'Institut du monde arabe, mais on peut évoquer aussi la situation d'autres institutions, pas seulement nationales, mais locales. Et les 1001 festivals de France, qui souvent dépendaient d'un coup de main, d'une entreprise ou d'une autre, risquent de connaître des moments très très difficiles. C'est pourquoi il faut absolument que, et vous-même pouvez y contribuer, je voudrais faire la radiographie de la situation telle qu'elle sera dans les prochains mois. Il y a beaucoup d'institutions plus modestes, des associations, des mouvements qui risquent d'être mis à mort en raison de la disparition d'abord des spectateurs pendant un temps, des lecteurs ou des visiteurs, et du retrait des mécènes. C'est un vrai sujet, il y aura inévitablement une crise de financement, face à laquelle nous aurons à trouver des solutions pour assurer la survie quand même. Et il faut le faire parce que, expliquons à nos concitoyens que quand on parle culture, quand on parle art, quand on parle... ce sont des gisements extraordinaires d'intelligence, d'expérience, d'initiative, à travers les 1001 festivals, les 1001 associations, les petits ou grands orchestres. Et tout ça risque d'être gravement atteint par cette crise. Donc veillons au grain, si j'ose dire. De premières mesures ont été prises. Je ne suis pas sûr que, concernant ce qu'on appelle les indépendants ou les invisibles de la culture, on ait pris la mesure des menaces de mort qui pèsent sur des centaines de milliers de participants aux activités culturelles en France. Est-ce que vous nous appelez, alors je ne sais pas dans mes cœurs de spécialité, Aurore connaît bien mieux ces sujets que moi, mais sur justement la question des indépendants, c'est un sujet qui dépasse d'ailleurs le monde de la culture. On voit bien qu'on
on a des angles morts dans notre système de protection qui ont été très flagrants pendant la crise, où l'État a été extraordinairement présent de façon très réactive avec le chômage partiel, mais qu'on a dû adapter les dispositifs pour tous les indépendants. Vous appelez à revoir en profondeur cette question des indépendants, et notamment dans le secteur de la culture? C'est vital. D'ailleurs, il y a un mouvement qui vient de se créer. L'initiative est venue des animateurs des Nuits Sonores de Lyon, un travail remarquable, et ils ont lancé une sorte de manifeste qui a été signé par un millier de clubs, d'associations, d'individus qui un peu partout dans le pays font vivre, je dirais, le tissu culturel de base. Et je crois qu'ils envisagent d'organiser, peut-être à la rentrée, une sorte d'états généraux. Et en effet, il faut entendre leurs propositions. Il n'y a pas que les institutions. Il y a le même mérite d'être accompagné. Mais il y a tout ce tissu extraordinaire des indépendants de diverses sortes. Et justement, par rapport à tout ce tissu existant sur les territoires, comme vous avez parlé de New Deal, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à repenser dans la relation entre l'État et les collectivités? C'est-à-dire, on sait bien qu'il y aurait un risque à vouloir tout décentraliser, prendre le risque que certaines compétences ne soient pas assumées ou qu'il y ait un dévoiement peut-être de la culture au service d'intérêts plus particuliers ou plus partisans. Mais comment faire en sorte aussi que l'État soit dans un rôle très stratégique, permettant l'accompagnement, le soutien des initiatives, notamment territoriales? On le voit bien dans la crise, les régions se sont emparées de la question culturelle parce qu'elles savent bien à quel point ça participe de l'attractivité de leur territoire. Elles soutiennent les tournages, elles soutiennent les festivals. Comment l'État doit et peut se positionner justement par rapport aux collectivités locales? Une réponse mathématique à votre question. Un mot pour dire que la personne qui a lancé cette initiative depuis les Nuits Sonores de Lyon s'appelle Vincent Carry. C'est lui l'animateur de ce mouvement des indépendants dans le domaine de l'art. Oui, d'abord, pour répondre à votre question, je pense que justement dans ce moment qui, je l'espère, sera de refondation, l'État doit faire entendre une certaine musique, un certain discours. Trop longtemps, depuis, je ne sais pas, 20, 25 ans, l'État était, je ne dis pas aux abonnés absents, ce serait caricatural, mais d'abord il y a eu je ne sais combien de ministres qui se sont succédés, avec une instabilité ministérielle digne de la 4e République, et pourtant nous sommes sous la 5e République. Et là, je crois que le moment est venu que l'État est une philosophie forte, claire et entraînante. Alors, je ne vais pas la résumer en 2 mots. Tout à l'heure, nous l'évoquions, elle est quand même fondée sur la restauration de l'esprit de service public. Et à partir de là, et puis il faut aussi que l'État soit doté de moyens. Disons que les collectivités locales, je me mets un peu à leur place, ne consentiront à ce dialogue que si l'État ne vient pas les poches vides. Pardon d'être un peu terre à terre ou terre à terre. Voilà. Donc il faut les deux. Il faut à la fois un discours fort, neuf, original, celui qu'en ce moment vous êtes en train de faire entendre, et puis un certain nombre d'accompagnements matériels. Mais peut-être ne pas dire à l'avance ce que sera le résultat de ces discussions, échanges et dialogues. Encore une fois, solliciter l'imagination des uns et des autres à travers cette grande consultation nationale que j'appelle de mes vœux permettra de répondre, je l'espère, à la question légitime que vous vous posez. Peut-être une dernière question, et puis je laisserai évidemment Stanislas conclure avec vous, Jack Lang, parce que vous avez parlé du risque de prédation, de la question des GAFAN notamment. Quand on a évoqué la question de l'audiovisuel public, comment justement, dans cette question de souveraineté qui est aussi posée par la crise, évidemment,
à la fois sur la question de notre cinéma, sur la question de notre patrimoine et de sa protection. Est-ce qu'il y a des actifs stratégiques, le président l'a évoqué, donc il y a des actifs stratégiques qu'il fallait absolument préserver, protéger. Quelle serait pour vous la priorité pour affirmer la souveraineté culturelle de notre pays dans ce moment de crise? Disons, je dirais que tout est lié. Tout est lié. Il faut que la France, à travers ses autorités publiques, retrouve sa mission de leader culturel, d'entraîneur. Il ne s'agit pas d'imposer aux autres pays une vision unilatérale, mais il faut qu'on sente que tout à coup, il y a un mouvement en profondeur qui se produit aujourd'hui dans le pays, du sommet à la base, de la base au sommet. Il faut enclencher cette mécanique, cette dynamique, si l'on veut que notre parole soit entendue et suivie. En second lieu, je pense qu'il faut peut-être, je connais mal techniquement ces sujets, mais imposer un certain nombre de décisions. Il n'y a aucune raison, par exemple, que Amazon impose sa dictature sur l'ensemble de la planète, et spécialement sur le secteur du livre. Et je pense qu'il faut engager une partie de bras de fer. Alors, je n'ai pas la réponse. En même temps, il faut que nous encouragions des alternatives en France. On a tenté à plusieurs reprises d'imaginer des systèmes de commande avec les moyens modernes par les libraires. Il faut voir de près si on ne peut pas faire mieux pour rivaliser avec le système Amazon. Puis en même temps, je crois que le gouvernement a essayé avec M. Le Maire des taxations, et puis des reversements aussi de ces GAFA, je pense à tous les Netflix de France et de différents pays, à reverser une part à la création. J'ai compris que le président avait annoncé la mise en application anticipée de la directive européenne, qui permettra, je l'espère, assez vite des reversements. Donc, si vous voulez, je crois que aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire du nationalisme ou du chauvinisme, je suis un universaliste, mais il n'y a aucune raison que nous soyons soumis à cette dictature des grands groupes anglo-saxons. Et souvent d'ailleurs, ils sont très habiles, ils trouvent les mots pour nous cajoler, pour nous séduire. J'entendais l'autre jour les hommes qui dirigent l'entreprise Live Nation, une grosse entreprise de concert. En réalité, ils font une très grave concurrence à tous les festivals de France par un système de programmation de stars internationales à des tarifs très élevés. Tout ça est à voir de près. Je pense que, et à nouveau, on revient à l'audiovisuel public. Il faut le renforcer ses bases, lui donner la capacité d'agir, de résister, de combattre, d'imaginer, de produire. Et c'est une bataille qui peut être gagnée. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste, mais il n'est que temps. Maintenant, je pense que puisse cette horrible, abominable crise être l'occasion d'un ressaisissement collectif. En cas de tout mon cœur. Et merci beaucoup, Jack Lang, pour ces mots et ces mots positifs qui donnent dans cette période où on a besoin de se projeter aussi positivement pour un avenir commun et des jours meilleurs qui donnent évidemment envie. Et je crois que notre échange a été riche puisqu'il est parti d'une certaine façon des territoires pour aller vers la question de la souveraineté et naturellement de la souveraineté européenne, puisque les réponses aussi aux questions qui nous sont posées sont des réponses bien souvent européennes. Si on veut faire émerger des alternatives aux GAFAM, je crois que la taille critique, y compris dans le domaine culturel, sera une taille critique européenne, notamment pour les instruments numériques que vous évoquiez à l'instant. J'aimerais... J'interromps une seconde avant qu'on ne se sépare. Oui, moi je suis très européen comme vous. Il faut tout faire pour arracher des décisions européennes, mais n'attendons pas les décisions
européenne pour agir ici et maintenant en France et éventuellement prenons des décisions unilatérales, si elles sont légales, pour donner l'exemple et entraîner les autres. Bien sûr, vous avez raison. Et d'ailleurs, la méthode française en matière de taxation, et de taxation notamment des géants du numérique, a été celle-là, avec le président de la République. D'abord de dire, on avance avec ceux qui veulent avancer avec nous sur une taxe sur les GAFA, et puis ensuite, ça entraîne justement le mouvement pour trouver des décisions et des solutions au niveau de l'OCDE. Et je crois que c'est demain une méthode aussi pour avancer plus concrètement pour tous ceux qui aiment l'Europe, mais qui veulent une Europe qui agit, qui protège et qui protège ici, maintenant, tout de suite, et qui notamment protège nos actifs culturels. Je ne peux résister pour conclure, Jack Lang, à vous poser une question plus personnelle. J'ai vu que beaucoup de personnes avaient eu du mal à lire pendant le confinement, dans cette période qui a parfois offert du temps, mais aussi a parfois un peu usé nos cerveaux derrière des visioconférences, derrière des écrans. Et ça m'a, moi, marqué le fait que finalement on ait des difficultés à se remettre dans des livres. Quels ont été, vos émerveillements artistiques pendant cette période si particulière? Voilà, je voulais conclure en vous posant cette ultime question. Émerveillement artistique. Oh, c'est un grand mot pour savoir s'il y a un bouquin qui vous avait plu. Ah non, écoutez, bon, j'ai mes petites habitudes personnelles, si vous voulez. C'est que chaque fois que je rencontre le doute, l'incertitude, mes refuges, si j'ose dire, qui sont en même temps, je n'ose pas dire mes sources d'inspiration, ce serait trop prétentieux, ce sont les écrivains grecs. C'est Homère, c'est Échille, c'est Sophocle. Et relire et relire et relire Antigone, d'ailleurs, dire à des jeunes d'aujourd'hui que lire Antigone, ce n'est pas difficile. C'est passionnant. Ça se lit avec une aisance extrême. L'écriture est d'une limpidité, d'une luminosité absolue. Et ça parle au cœur, ça parle à l'esprit, ça parle à l'imagination. Donc mon refuge, ou plutôt mon humour, ce sont les Grecs. Et vient de publier un ouvrage absolument fabuleux qui s'appelle Tout Homère. C'est-à-dire que l'éditeur a rassemblé non seulement l'ensemble des textes que nous connaissons de l'Iliade et de l'Odyssée, mais aussi d'autres textes. Et c'est un ouvrage assez passionnant qui a été préfacé, je crois, par M. Wiesmann, qui est un grand historien spécialiste du grec ancien. Mais j'ai découvert quand même, à cette occasion, quand même des choses nouvelles. Par exemple, j'ai des rapports un peu, comment dire, un peu conflictuels, mais je ne vois pas nécessairement les plateformes comme Netflix comme des amis du cinéma français, même si certains sont prêts à aller à des épousailles avec Netflix. Mais enfin, je reconnais qu'ils ont imaginé des séries, produit des films qui n'étaient pas produits par d'autres. Je pense à Scorsese, qui a trouvé refuge là aussi auprès de Netflix ou d'autres. Et il y a une série d'ailleurs qu'on peut toujours voir sur Netflix sur une histoire passionnante du jazz. Ça s'appelle Teddy. Teddy, oui, qui est absolument extraordinaire, merveilleusement joué par des acteurs anglo-saxons et français qui racontent une histoire fabuleuse du jazz en France. C'est doublé en même temps d'histoires de personnes. Bon, ça c'est un émerveillement, et notamment la musique et les acteurs. Et puis je viens de recevoir le dernier livre tout à l'heure, en partant de chez moi, de Al-Aswani, un des grands écrivains égyptiens, dont le traducteur est Gilles Gauthier, qui est un des collaborateurs de l'Institut du monde arabe. Et son dernier livre s'appelle La dictature. Je ne l'ai pas encore lu, mais je me réjouis de le découvrir dès ce soir. Bien, mais ce sont sur ces mots de dictature que nous allons conclure notre échange. Merci infiniment en tout cas, Jack Lang, d'avoir vraiment pris ce temps pour nous éclairer. C'est vraiment l'objectif de ces conférences débats, qu'on le fasse avec des marcheurs, des non-marcheurs, des progressistes,
c'est une façon de tendre la pensée. Et je vous remercie de nous avoir aidé à tendre notre pensée collective ce soir et pour tout ce que vous faites et vous continuez à faire pour le monde de la culture. Merci infiniment et puis merci Aurore, à la fois pour le boulot que tu délivres et d'avoir rendu ce moment possible. Merci à vous, c'était un moment très heureux pour moi aussi. Merci à vous. Merci Jack Lang, bonne soirée à toutes et à tous.